Le soleil déclinait sur le domaine des Diop, vaste propriété qui surplombait la baie de Dakar. Kofi, majordome principal, ajustait sa veste avec une précision militaire. Sa fille Amara, 19 ans, l'assistait ce soir-là, observant avec curiosité le va-et-vient des préparatifs pour la soirée annuelle du clan Diop. La famille Diop régnait sur les cercles d'affaires sénégalais depuis 3 générations. Leur influence s'étendait bien au-delà de Dakar, connectant les mondes politiques, économiques et diplomatiques. Mais derrière les sourires raffinés et les costumes sur mesure se cachaient des secrets que peu osaient effleurer. Amara portait une robe simple, consciente de sa position. Elle n'était pas une invitée, mais une aide, fille du majordome, gravitant dans les coulisses de ce monde de privilèges. Son intelligence et son ambition débordaient cependant des limites que la société lui imposait. « Reste discrète ce soir », murmura son père. « Notre rôle est d'être invisible », mais Amara rêvait d'autre chose. Chaque livre qu'elle lisait en cachette, chaque conversation qu'elle écoutait furtivement nourrissait son désir de devenir ingénieur, de sortir du carcan étroit que sa condition sociale lui imposait. À l'intérieur du manoir, les fils Diop, Sékou, Damba et Moussa, se tenaient près du bar en marbre. Sékou, l'aîné, était particulièrement arrogant, sachant que son statut le protégeait de toute conséquence. Les 3 jeunes hommes scrutaient la salle, cherchant des distractions, leurs regards balayant la pièce avec un mépris à peine dissimulé. Lorsque leurs yeux se posèrent sur Amara, un sourire narquois se dessina sur le visage de Sékou. « Qui est-ce » demanda-t-il en donnant un coup de coude à Moussa. « La fille du majordome » répondit Moussa avec mépris. « Elle ne vaut pas ton temps. » Mais Sékou n'était pas du genre à laisser une potentielle source de divertissement lui échapper. « Voyons voir si elle peut nous tenir tête » dit-il. Amara sentit leur regard peser sur elle, mais garda contenance, continuant d'aider son père avec une dignité qui la rendait presque invisible. Quelques minutes plus tard, Amara se retrouva, bien malgré elle, à discuter avec les garçons. Il la bombardait de questions, leur ton dégoulinant de condescendance. « Alors, Amara ?» lança Sékou d'une voix traînante, « Tu sers les riches comme ton père ?» « Non » répondit Amara calmement, sa voix stable. « Mais j'étudie pour devenir ingénieur. » Ce soir-là, Amara ne se doutait pas que sa vie était sur le point de basculer. La soirée avait laissé place à une nuit étouffante. Amara sentait encore le regard de Sékou la suivre, même après que la fête soit terminée. Les domestiques avaient commencé le rangement, effaçant les traces de la célébration. Alors qu'elle aidait son père à nettoyer la dernière salle, Sékou accompagné de ses frères Damba et Moussa l'interceptèrent. Le couloir était sombre, loin des regards. La voix de Sékou était basse, menaçante. « Tu crois que tu peux me défier ?» Amara tenta de reculer, mais il la coinça contre le mur. Sa respiration était proche, son emprise forte. Elle comprit immédiatement le danger. « Laisse-moi » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Mais Sékou et ses frères ricanèrent. Pour eux, elle n'était rien. Juste une fille de domestique qui devait apprendre sa place. Ce qui suivit fut un cauchemar rapide et brutal. Amara se débattit, mais la force des garçons était écrasante. Ses cris étaient étouffés, le silence du manoir complice de sa violence. Quand tout fut fini, Sékou et ses frères la laissèrent là, brisée, humiliée. Pas un mot, menacèrent-ils avant de disparaître. Son père la trouva plus tard, effondrée, ses vêtements déchirés. Kofi comprit immédiatement ce qui s'était passé. La peur s'installa comme un poison. Les Diop étaient intouchables. Qui les croirait, eux, ou des simples domestiques ? On ne dira rien, murmura Kofi, les larmes aux yeux. Ils nous détruiraient. Amara comprit alors que son silence serait son fardeau. Pour l'instant. Ce jour-là, Amara errait dans les rues de Dakar, perdue, ses études d'ingénierie semblent désormais impossibles. Elle passa devant un chantier naval où des techniciens réparaient un ancien chalutier. Ses yeux, autrefois brillants de passion, observaient mécaniquement les ouvriers. Un accident se produisit soudain. Un câble céda, une poutre menaçant de s'effondrer sur un groupe d'ouvriers. Sans réfléchir, Amara cria une mise en garde et indiqua rapidement une solution de stabilisation qui évita le désastre. Le contremaître, Ousmane Sall, un vétéran dur à cuire mais respecté dans le milieu technique, l'observa avec stupéfaction. « Comment as-tu su » demanda-t-il. Amara hésita,
puis expliqua les principes de stabilité structurelle qu'elle avait étudiés. Ousmane réalisa qu'il avait devant lui bien plus qu'une simple spectatrice. Malgré ce nouveau départ, les souvenirs de la soirée au manoir des Diop hantaient Amara. Les rires cruels de ses coups, son regard méprisant. Il revenait dans ses cauchemars, la laissant souvent éveillée au milieu de la nuit. Un soir, alors qu'elle aidait à ranger des outils au chantier, Ousmane remarqua son air absent. Il posa une main légère sur son épaule. « Tu sais, Amara, il n'y a pas que les machines qui peuvent être réparées. Les cœurs brisés aussi. Tu es plus forte que tu ne le penses, » répondit Ousmane. Mais parfois, la force vient de savoir demander de l'aide. Un soir, épuisée après une longue journée au chantier, Amara décida de s'offrir un moment de répit. Elle entra dans un petit restaurant du quartier, attirée par l'odeur réconfortante du café fraîchement moulu. Alors qu'elle avançait entre les tables bondées, son pied heurta un sac à main posé au sol. Elle perdit l'équilibre et renversa par mégarde son café sur une femme assise à une table voisine. « Oh, mon Dieu, je suis désolée » s'exclama Amara, paniquée, en cherchant des serviettes pour essuyer le dégât. La femme, élégamment vêtue d'un tailleur crème désormais taché de brun, leva les yeux vers Amara avec une expression mi-surprise, mi-amusée. « Ne vous inquiétez pas, » répondit-elle calmement. « Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. » Amara, gênée, continua de s'excuser tout en essayant maladroitement de limiter les dégâts. « Je suis vraiment désolée. Je suis si maladroite. » La femme posa une main apaisante sur la sienne. « Calmez-vous, ce n'est qu'un vêtement. Vous semblez avoir eu une journée difficile. Asseyez-vous. » Amara hésita, mais la chaleur dans le regard de la femme la mit à l'aise. « Merci » murmura-t-elle en s'installant. Elles commencèrent à discuter, et au fil des échanges, Amara apprit que cette femme n'était autre que Sally Sow, l'avocate la plus redoutée de la ville, connue pour sa défense acharnée des victimes d'injustice. Le cœur d'Amara battait plus vite. Elle avait entendu parler de Sally dans les journaux, mais jamais elle n'aurait imaginé la rencontrer ainsi. « Et vous, que faites-vous » demanda Sally, curieuse. Amara hésita, mais se lança. « Je travaille dans un chantier naval. » « Mais ce n'est pas ce que je voulais. » Sally pencha légèrement la tête, encourageant Amara à continuer. Il y avait quelque chose dans le regard de cette femme, une capacité rare à écouter sans juger. « La vérité, c'est que j'ai toujours voulu être ingénieur, » confessa Amara. « Mais, des choses sont arrivées, et j'ai dû tout abandonner. » Sally posa sa tasse de café avec une lenteur calculée. « Des choses comme quoi ?» Amara sentit un nœud dans sa gorge. Elle n'était pas prête à tout raconter, mais elle sentait que cette femme pouvait comprendre. Alors, avec précaution, elle partagea une version abrégée de son histoire. Sally écouta en silence, son visage durcissant légèrement à certains moments. « Ce que vous avez vécu est injuste, Amara, » dit Sally enfin, sa voix ferme. « Mais votre histoire n'est pas terminée. Vous avez le droit de rêver, et surtout, de vous battre pour ce qui vous a été pris. » Amara sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Je ne sais pas si j'en suis capable, » avoua-t-elle. « Vous l'êtes, » répondit Sally sans hésiter. « Je le vois en vous. Si vous êtes prête à vous battre, je peux vous aider. Pas seulement pour poursuivre vos rêves, mais pour obtenir justice. » Cette rencontre fortuite, née d'un simple incident, marqua un tournant pour Amara. Sally lui donna sa carte et lui proposa de passer à son cabinet dans les jours suivants. « Nous allons commencer par voir ce qui peut être fait pour vous, » dit-elle en souriant. « Et pour le reste, faites-moi confiance. » En sortant du restaurant, Amara sentit pour la première fois depuis longtemps un poids se lever de ses épaules. Peut-être, pensa-t-elle, que ce jour marquait le début d'une véritable renaissance. Sally Sow savait que pour abattre les Diop, il fallait frapper là où cela faisait le plus mal, leur richesse et leur réputation. Elle commença à fouiller dans les affaires de la famille, aidée par son réseau d'alliés dans le monde juridique et médiatique. Ce qu'elle découvrit confirma ses soupçons, les Diop, bien que respectés en public, avaient construit leur empire sur des bases corrompues. Des contrats publics obtenus grâce à des pots de vin, des transactions douteuses dans l'immobilier, et des comptes offshore alimentés par des fonds détournés. Chaque découverte ajoutait une pièce au puzzle. Sally, avec la précision d'une chirurgienne, monta un dossier accablant. Amara, lui expliqua-t-elle un soir, pour eux, la richesse est leur pouvoir.
Si nous exposons leurs malversations, nous ne leur laissons plus de refuge. Amara écoutait attentivement, son admiration pour l'avocate grandissant chaque jour. Et si ça ne suffit pas, demanda-t-elle. Alors nous frappons plus fort. Mais je te promets une chose, ils ne sortiront pas indemnes de cette bataille. La première offensive fut subtile. Sally divulgua à un journaliste d'investigation une série de documents montrant des transactions douteuses effectuées par la société phare des Diop. L'article parut dans un grand journal de Dakar, provoquant une onde de choc dans les milieux d'affaires. Les Diop impliqués dans un scandale financier ? Impossible, murmuraient certains. Mais les preuves étaient irréfutables, et le silence des autorités locales, souvent complices des puissants, ne fit qu'attiser les soupçons. Sékou, furieux, réunit sa famille pour discuter des mesures à prendre. Cette avocate est une menace. Elle doit être arrêtée, déclara-t-il d'un ton glacial. Mais les attaques se poursuivirent. Chaque semaine, un nouvel article exposait une facette des malversations des Diop. Les contrats illégaux, les menaces exercées sur des entreprises plus petites, et même des cas d'intimidation physique firent surface. Les Diop, autrefois intouchables, étaient maintenant scrutés par la presse et le public. Alors que les scandales se multipliaient, les partenaires commerciaux des Diop commencèrent à prendre leur distance. Leurs comptes bancaires furent gelés pour enquête, et plusieurs projets majeurs furent suspendus. Sékou, dans un accès de rage, s'en prit violemment à ses frères. « Comment avez-vous laissé tout cela arriver ? Vous auriez dû couvrir nos traces mieux que ça. » Mais ses frères, tout aussi désemparés, se contentèrent de le fixer en silence. La famille autrefois unie commençait à se fissurer sous la pression. Pendant ce temps, Sally et Amara continuaient leur travail. « Ce n'est pas fini », rappela Sally. « Ils essaieront de riposter, mais chaque pas qu'ils font ne fait qu'alimenter notre dossier. » Amara, bien que nerveuse, trouva une force nouvelle dans l'idée que la justice se rapprochait. Un soir, alors qu'il conduisait à toute vitesse sur une route côtière, Sékou, ivre de colère et d'alcool, perdit le contrôle de son véhicule. La voiture quitta la route et s'écrasa contre un arbre, le choc brisant le silence de la nuit. Quand les secours arrivèrent, Sékou était encore vivant, mais gravement blessé. À l'hôpital, le diagnostic tomba, une paralysie complète des jambes. Le fils aîné des Diop, autrefois arrogant et invincible, était désormais cloué dans un fauteuil roulant. La nouvelle se répandit rapidement, provoquant des réactions mitigées. Certains y virent une ironie du sort, d'autres un triste rappel des conséquences de la démesure. Pour Amara, cela n'apporta ni joie ni tristesse. « Je ne lui souhaite pas de souffrir, dit-elle à Sally, mais il doit payer pour ce qu'il a fait. » Avec Sékou hors jeu, la pression sur la famille Diop s'intensifia. Les enquêtes menées par les autorités, sous la pression publique, aboutirent à des sanctions sévères. Des propriétés furent saisies, et des procès furent ouverts contre les membres de la famille. Grâce au soutien de Sally, Amara poursuivit ses études d'ingénierie avec une détermination inébranlable. Elle décrocha son diplôme avec mention et obtint rapidement des financements pour lancer sa propre entreprise. Amara fonda GreenTech, une société spécialisée dans les infrastructures modernes et les solutions énergétiques durables. Basée à Dakar, l'entreprise gagna rapidement en renommée, devenant un acteur majeur dans la transformation des paysages industriels et des communautés locales. Quelques mois après, Amara organisa un grand événement pour le lancement de son entreprise GreenTech. En parlant avec ses invités, Amara entendit une voix qu'elle avait chassée de son esprit pendant longtemps. Elle se retourna et était surprise de voir Sékou, en fauteuil roulant, semblant à un homme brisé. Lorsque leurs regards se croisèrent, il détourna les yeux, mais Amara s'avança vers lui. « Amara » bégaya-t-il, incapable de soutenir son regard. Elle le fixa calmement, son expression à la fois ferme et apaisée. « Sékou, je ne suis plus la jeune fille que tu as brisée. J'ai reconstruit ma vie malgré tout. Mais toi et tes frères, vous allez payer pour tout le mal que vous m'avez fait. » Amara se retourna et parta. Sékou resta silencieux, son visage marqué par la honte. Ce soir-là, après une bataille juridique éprouvante, le tribunal déclara le trio coupable de plusieurs crimes, dont l'agression, la fraude et l'intimidation de témoins. Les peines furent sévères, les privant de leur liberté et ternissant l'héritage de leur famille. Après le succès de son événement, Amara rentra chez elle,
une superbe maison nichée dans un quartier chic de Dakar, qu'elle avait achetée pour elle et son père. Dans le jardin magnifiquement entretenu, Kofi l'attendait, un sourire fier illuminant son visage. « Tu as fait un travail incroyable aujourd'hui, ma fille », dit-il en l'accueillant dans une étreinte chaleureuse. Amara observa la maison qui symbolisait tout ce qu'ils avaient traversé et surmonté. « Nous avons fait un long chemin, papa, répondit-elle doucement. Et ce n'est que le début.